de suite, le JT. Il fait 33 degrés à N'Djamena avec un ciel bien dégagé. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être de nôtre pour ce journal, le journal de ce midi. Toutes nos excuses pour ce léger retard, indépendant de notre volonté. Encore bienvenue à tous. Politique à l'entente de cette édition d'information, Dago Yacoub est donc désormais le nouveau délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone occidental. Il est installé officiellement hier 8 juillet par le ministre d'État, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Liman Mahamat. Retour sur le film de la cérémonie avec notre correspondant Golmem Ali Emmanuel. Après 8 mois passés à la tête de la province du Logone occidental, Gougouni Sidimi cède sa place à Dago Yacoub, qui 5 ans plus tôt était à la tête de cette même province. Faisant le bilan de son passage, le délégué sortant a attiré l'attention de son remplaçant sur les défis qui l'attendent, notamment la résolution des conflits dans certaines localités de la province. Installant le nouveau délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone occidental, le ministre d'État, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, a rappelé que Dago Yacoub a été rappelé dans un contexte caractérisé par un tissu social marqué par les méfaits de la haine et du repli identitaire ainsi que la non-acceptation de la cohabitation et du vivre en commun. Bien évidemment, le contexte actuel du Logone occidental méritait des ajustements. Contexte caractérisé par le tissu social qui a été mis à rude épreuve. Et pour ce faire, il faudrait nécessairement d'autres compétences. Et c'est à ce titre que le chef de l'État a porté son choix sur M. Dago Yacouba, qui n'est pas quelqu'un d'inconnu au niveau du Logone occidental. Dago Yacoub, délégué entrant, a dans son mot de circonstance promis assumer entièrement et rigoureusement les prérogatives qui lui sont assignées. Vous avez dans votre allocution, il y a quelques minutes, bien voulu rappeler les attributions qui sont les miennes. Je voudrais prendre du haut de cette tribune l'engagement de les assumer entièrement et rigoureusement, et je vous le promets. Je suis aussi autant bien placé pour savoir qu'une application tendancieuse des lois et des règlements impacterait l'autorité de l'État et coordonnerait l'image de l'administration du territoire et compromettrait la paix sociale. La signature des documents et une réunion de prise de contact avec les responsables administratifs, civils et militaires et les chefs traditionnels ont mis un terme à la cérémonie. Ici à N'Djamena, 6 présumés malfrats ont été présentés à la presse le 7 juillet dernier. C'était au commissariat central numéro 1 de Gardelé, ici même à N'Djamena. C'est une opération menée par les services de sécurité tchadiens. Et c'est donc un réseau de malfaiteurs spécialisés dans le cambriolage ciblé qui a opéré au marché central de N'Djamena pendant la période de Ramadan. Fulbert Omonan nous en parle. Au cœur de cette bande bien structurée, Moustapha Bana Abakar, considéré comme le chef du groupe. À ses côtés, ses complices présumés, Hassan Abdraman, Abakar Mamad, Abakar Ali Mboudou et Abdraman Mohamed Abdoulaye, un mineur impliqué dans les opérations. Ces individus opèrent utilisant des armes de grand calibre ainsi que des véhicules spécifiquement dédiés à leur opération criminelle. Parallèlement à ce démantèlement, la police a également procédé à l'interpellation de Anas Ahmad qui a volé un véhicule de marque immatriculé 18C 7694. Parole de la police nationale, le contrôleur général Paul Manga, présentant les suspects devant la presse, a dressé un tableau sombre des agissements du groupe. Alerté, la police nationale s'est mise à mener des investigations sérieuses et ces investigations ont abouti à l'arrestation des membres de ce gang. Ils sont présentement 5. Et à part le braquage du bureau des cambistes où ils ont emporté
une centaine de millions. Ils ont également enlevé notre citoyen du nom Ali Abakar Hadji, qui est présentement à côté, pour l'amener dans un endroit inconnu, le ligoter et puis séquestrer pour qu'il puisse montrer là où il met son argent. C'est aussi notre camiste. Présent lors de la présentation, le procureur de la République, 5e substitut, Baye Sikamba Baye Gauno, a salué la réactivité des forces de sécurité intérieure tout en rassurant le suivi judiciaire rigoureux des dossiers. Il vous souviendra que ces nouvelles avaient fait écho et que des poursuites, des enquêtes ont été lancées à l'endroit de ces personnes. Dieu merci la police qui a ménagé aucun effort a pu mettre la main sur ces malfaiteurs et ils sont présentés devant vous ce matin. C'est le lieu ici de dire merci à la police nationale qui s'était investie pour mettre la main sur ces personnes. Désormais, ils sont entre nos mains et nous vous rassurons qu'ils goûteront à la rigueur de la loi. À leur côté, quelques victimes venues témoigner de leur calvaire ont exprimé leur soulagement et espèrent que justice leur sera enfin rendue. Grâce à la vigilance des forces de défense et de sécurité conjuguée à la coopération précieuse des citoyens, un réseau de délinquants vient d'être neutralisé. La police nationale renouvelle son appel à la vigilance et à la dénonciation de tout comportement suspect. Fulbert, nous restons toujours avec vous pour parler cette fois de l'atelier de formation tenu hier dans le cadre de la mise en œuvre du système d'information policière du Tchad, organisé avec le soutien des techniques d'Interpol et le financement de l'Union européenne. Cet événement a rassemblé les experts, les autorités nationales et partenaires internationaux autour d'un impératif commun qui est donc de bâtir un cadre juridique robuste et éthique encadrant l'usage des données biométriques, notamment celles issues du système AFIS criminel. Fulbert Omanon signe ce reportage. Le système AFI criminel récemment déployé grâce à l'appui d'Interpol représente un levier important dans cette dynamique. Il permet désormais une identification rapide, fiable et conforme aux standards internationaux, renforçant considérablement les capacités des forces de sécurité intérieure. Pour la secrétaire d'État du ministère de la Justice et des Droits humains, Aminatou Bello, l'encadrement législatif des données biométriques est une exigence démocratique. Il garantit que les technologies sécuritaires ne deviennent pas des outils de dérive, mais demeurent au service de la justice et de la protection des droits humains. La question qui nous réunit aujourd'hui, à savoir la réglementation des données biométriques et l'utilisation du système automatisé des données des empreintes digitales, se situe au carrefour de la sécurité publique, de la protection des droits fondamentaux, de la souveraineté nationale, mais également de la justice. La technologie biométrique, en particulier la FIS, constitue désormais un outil incontournable pour l'identification précise des individus et la lutte contre la criminalité. Représentant le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, le contrôleur général de police, Ismaël Mansour, par ailleurs inspecteur général du ministère, tient à féliciter cette initiative qui consiste à renforcer le travail des forces de sécurité intérieure. L'adoption d'un cadre légal rigoureux est indispensable pour garantir une utilisation responsable et respectueuse des données biométriques dans un équilibre constant entre efficacité sécuritaire et protection des libertés individuelles. Experts nationaux et internationaux s'accordent à cet atelier à dire que cette initiative marque une avancée majeure vers une sécurité moderne et éthique où la technologie s'aligne à la législation pour mieux protéger les citoyens sans compromettre leur liberté. Éducation à la une de ce journal de ce midi. Les résultats définitifs de la première et deuxième série des épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2025 sont connus déjà il y a 72 heures. Il ressort de ce fait des statistiques que les séries scientifiques tiennent la queue du peloton, ce qui inquiète plus d'un Tchadien et nécessite une réflexion sérieuse et approfondie au niveau du système éducatif tchadien. Et voici donc à ce sujet le regard de Bainati Nicolas.
Les résultats définitifs du baccalauréat du second degré rendus publics hier ont montré que les séries scientifiques ont encore dégringolé et inquiètent plus d'un pédagogue. Depuis quelques années, on observe que le taux de réussite dans les séries scientifiques ne fait que régresser. Cette situation mérite que l'on s'y attarde un temps soit peu pour interpeller les acteurs impliqués dans le système éducatif tchadien. Il faut former des scientifiques pour garantir l'avenir du pays. Il est impératif que les responsables de l'éducation nationale à divers niveaux se réveillent de leur sommet pour inverser la tendance. Sinon, le système éducatif tchadien va à volo et demain serait trop tard. Il n'y a pas longtemps, on a créé à la peine des lycées scientifiques sans mêler une étude de faisabilité au préalable. À l'époque, c'est un projet financé par les partenaires au développement. C'est ainsi que les gens se sont précipités à l'accoutumée pour mettre la charrue avant les bœufs pour empocher, sinon se partager la canotte des partenaires que le pays remboursera tôt ou tard. Ils ont scindé des lycées sans mesurer les conséquences alors que l'idée était venue en son temps du défunt maréchal Idriss Déby Itno qui avait effectué une visite inopinée au secrétariat du baccalauréat et s'est rendu compte que la série A4 dominait et avait exprimé le souhait de voir les responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique réfléchir et trouver une solution idoine pour permettre au pays d'avoir des scientifiques. Les responsables auraient dû analyser cette réflexion du chef de l'État et chercher des pistes de solutions, mais ce n'est pas le cas. C'est ainsi qu'ils ont lamentablement échoué dans cette confusion entre vitesse et précipitation. Il faut mettre cet échec cuisant sur le compte de l'insuffisance des enseignants dans les disciplines scientifiques. Il manque d'aujourd'hui cruellement des enseignants de mathématiques, de physique et chimie et des sciences de la vie et de la terre. La non-intégration des professionnels de l'éducation est également à l'origine du manque d'engouement des jeunes pour les séries scientifiques. Si aujourd'hui un pays comme l'Iran bombe le torse face aux puissances de feu des Occidentaux, c'est parce qu'il a passé le clair de son temps à former rien que des scientifiques. Ces scientifiques ont doté ce pays des armes nucléaire, ce qui fait des jaloux en Occident et on en veut à ce pays. Il faut que les premiers responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique prennent le problème à bras le corps en changeant de paradigme et en créant des conditions pour résoudre cette question car il y va de l'avenir du pays. Depuis quelque temps, les autorités communales ont donc mis en place plusieurs mesures visant à assainir les marchés à l'intérieur de N'Djamena. Mais malgré cette détermination et cette volonté, l'insalubrité continue donc à dicter ses lois. Dans certains marchés, les marchandises côtoient l'état d'immondice, faisant ainsi un bon ménage avec les marchandises. Ce phénomène devient préoccupant et a été donc constaté par notre reporter Koini Tondiak, Jeannette. Odeur nauséabonde, des fruits et légumes en décomposition, des déchets de tout genre entassés, ça et là, telle est l'atmosphère qui prévaut dans les environs de certains marchés de la capitale. Cette situation désastreuse est due à l'incivisme persistant de certains commerçants qui n'hésitent pas à jeter des ordures en pleine voie publique. Le phénomène ne cesse de s'amplifier, affectant presque tous les marchés de la ville. Il n'est pas rare de voir ces ordures déborder des espaces marchands pour envahir les rues. Ce comportement négligent, souvent motivé par la commodité immédiate, expose directement les consommateurs à des risques sanitaires. Des produits alimentaires sont parfois installés à proximité de ces déchets, sans aucune considération sur la santé publique. Au-delà de la simple question d'hygiène, cette situation relève un véritable défi de gouvernance urbaine. Si les autorités locales ont leur part de responsabilité en matière de gestion et suivi, il est tout aussi urgent d'interpeller la conscience citoyenne. Un marché propre commence par des gestes simples. Utiliser les bacs prévus, respecter les règles établies et sensibiliser les autres à en faire autant. Tant que chacun ne prendra pas part à cet effort collectif, les initiatives institutionnelles resteront insuffisantes face à l'ampleur du problème. Et puis en santé, dans nos provinces, dans les confins ou sinon les frontières de la province du Guéra, précisément dans la localité de Golonti, se dresse un établissement de santé qui incarne l'espoir. Le centre de santé de Golonti, inauguré en 2015 pour répondre aux besoins sanitaires d'une population de 5364 âmes. Ce centre s'affirme aujourd'hui comme un pilier fondamental de la santé communautaire grâce à l'appui indéfectible de l'UNICEF sous le financement du gouvernement allemand. Mestanga Victor René Pidimba et Diana, de retour de Mongo.
Lieu de recours quotidien pour des centaines de patients, le centre de santé de Golonti assure une prise en charge de proximité en offrant un éventail de soins de base. Il s'articule. Malnutrition a chuté. Par ailleurs, une équipe médicale en provenance de Mongo assure régulièrement 2 fois par mois les consultations prénatales, renforçant ainsi l'offre de soins au bénéfice des femmes enceintes de la région. Bien que, confronté à certaines contraintes, le personnel de santé de Golonti demeure un acteur incontournable dans la prise en charge des besoins sanitaires de la communauté. Dans le cadre de la CEPEN, non, il n'y a pas un appui. Sinon, c'est les AC qui sont là ici. Les agents de santé communautaire, vous avez vu ces gens-là, c'est eux qui mobilisent les gens avec la sensibilisation. Nous, on les informe 2 jours à l'avance pour dire qu'on va venir faire maintenant la stratégie avancée et ils font la sensibilisation. Et ils prennent quand même en charge les 3 maladies tueuses de l'enfant. La diarrhée simple, la pneumonie simple, le paludisme simple, et ils prennent en charge. Et les cas graves, ils nous réfèrent au niveau des centres de santé là-bas. Et dès qu'il y a un problème, ils nous appellent aussi, ils signalent. Avant tous ces gens-là, ils les réfèrent au niveau de l'hôpital. Et il y a beaucoup de cas de décès. Pour accéder maintenant à l'hôpital même, c'est un tas de problèmes. Et quand tu arrives là-bas, il faut faire les examens. Après, tu n'as pas les moyens de payer les médicaments. Et ici, ils ont les médicaments à leur main. Ils traitent les maladies simples. Donc, ils nous épargnent quand même de quelque chose. Pour que le centre de santé de Golonti poursuive sa noble mission et élargisse son impact sur les populations environnantes, un renforcement en matériel logistique et humain s'avère indispensable. Ce centre, véritable cheville ouvrière de la santé locale, mérite une attention soutenue pour continuer à sauver des vies et semer l'espoir dans cette région enclavée. Nepidimba Diana et Mistanga Victor, merci. Retour ici à N'Djamena et nous restons toujours en santé. La candidose cutanée est une infection fongique plus fréquente chez les nourrissons. Elle est causée par le champignon Candida albicans et qui se manifeste par des rougeurs sur la peau. Une maladie qui est donc méconnue et qui suscite donc assez d'interrogations du côté des mères allaitantes concernant donc la maladie. Le Vunba s'est donc intéressé sur cette maladie. Elle nous en parle avec le récit d'Alphonsine Madil. La candidose cutanée se manifeste par des rougeurs, des irritations et des lésions sur la peau, notamment dans les zones de plis comme les fesses, l'aine et les aisselles. Les causes de cette maladie sont liées aux couches humides ou sales qui favorisent la prolifération du candida, surtout chez les nourrissons. De plus, la prise d'antibiotiques par les mères allaitantes peut perturber l'équilibre bactérien qui favorise la croissance de ce champignon. Ne devrions-nous pas également mentionner que l'alimentation des mères allaitantes peut causer cette maladie? De nombreuses mères allaitantes ne connaissent pas les causes de cette infection, ce qui inquiète presque toutes. Selon nos recherches, la candidose cutanée chez le nourrisson provoque des démangeaisons, mais elle est traitable à condition que les mères consultent un médecin en amont pour diagnostiquer précoce et un traitement adopté, associé à une bonne hygiène, ce qui permet généralement une guérison rapide. Il est important que les mères prennent conscience de cette maladie en consultant un médecin en cas de doute ou si les symptômes persistent chez le nourrisson. Un traitement d'antifongique local associé à une bonne hygiène est également efficace pour la traiter. Lors de nos prochaines investigations, nous y reviendrons en nous appuyant sur l'avis des médecins généralistes pour apporter des éclaircissements sur les causes de la candidose cutanée. Bien noté, Al Vunba. Et puis c'est également avec vous que nous mettons un point final à ce journal, le journal de ce 9 juillet 2025. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.